Bonjour et bienvenue au tout premier épisode d'Accès aux soins de santé, une capsule à la fois, un balado comportant plusieurs épisodes qui explorent les défis sur l'accès aux soins au sein de diverses communautés spécifiques. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur la réalité vécue par les communautés autochtones. Avant d'entrer dans le vif du sujet, prenons un moment pour reconnaître le territoire sur lequel nous sommes maintenant réunis. En réponse aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation, il est important de souligner que l'Université de Montréal est située sur un territoire autochtone non cédé, et nous tenons à exprimer notre respect pour les personnes qui en sont les gardiens traditionnels depuis des générations. Ceci étant dit, nous souhaitons éclairer aujourd'hui les enjeux entourant l'accès aux soins de santé au Québec et au Canada pour les peuples autochtones. Pour en discuter, nous avons l'honneur d'accueillir Simon Filiatro, avocat de formation et actuellement journaliste au sein de l'équipe Espace Autochtone de Radio-Canada et fier membre de la nation Huron-Wendat. Bienvenue Simon. Oui, Awiti, Simon Yati, Wendell Indy, Ashkelon Ishes. Alors, merci beaucoup de me recevoir pour ce premier balado. Ça me fait plaisir d'y participer. Merci à toi. Afin de bien démarrer cette conversation, revenons d'abord sur le contexte qui nous a motivés à enregistrer cet épisode. Vous connaissez sûrement le cas tragique de Joyce Echaquan. Pour rappeler les faits, d'après un article publié par Radio-Canada le 28 septembre 2020, Joyce Echaquan, une femme issue de la communauté Atikamekw de Manawan, s'est rendue au centre hospitalier de Lanaudière pour se faire traiter pour des problèmes d'estomac, où elle décédera malheureusement le 28 septembre 2020, après avoir diffusé, en direct sur Facebook, des remarques racistes faites par des employés de l'hôpital de Joliette. Les images diffusées en direct ont suscité l'indignation et entraîné le licenciement d'une infirmière et d'un préposé aux soins de l'hôpital de Joliette, selon un article de Nouveau Info publié le 28 septembre 2024. Le 1er octobre 2021, soit environ un an après le décès de Joyce Echaquan, le rapport d'enquête de la coroner Maître Jeanne Kamel est déposé au bureau du coroner. Ce rapport fait état des conclusions sur le volet factuel de l'enquête ainsi que des recommandations afin d'éviter que la situation ne se reproduise. Maître Jeanne Kamel indique que dès son arrivée à l'hôpital, Madame Echaquan est identifiée comme narcodépendante, un préjugé qui va fortement affecter la façon dont elle sera traitée par le personnel de l'hôpital. Les conclusions du rapport de la coroner indiquent que le décès de Joyce Echaquan est accidentel, mais que le racisme et les préjugés qu'elle a subis ont contribué à sa mort. Finalement, Maître Jeanne Kamel recommande au gouvernement québécois de reconnaître le racisme systémique au sein des institutions et qu'il prenne les mesures nécessaires pour l'éliminer. Malheureusement, ce qu'a vécu Joyce Echaquan n'est pas un cas unique. Un article publié par Radio-Canada le 19 septembre 2017 relate l'histoire de Brian Sinclair, un Anishinaabe de Winnipeg mort le 21 septembre 2008 dans la salle d'urgence du Centre des sciences de la santé de Winnipeg. Celui-ci devait recevoir un traitement pour un cathéter bloqué, mais a été ignoré pendant plus de 30 heures dans la salle d'urgence car le personnel de l'hôpital pensait qu'il était ivre ou qu'il dormait, un préjugé qui lui a coûté la vie. 9 ans après sa mort, le groupe de travail Brian Sinclair a publié un rapport intérimaire avec des recommandations qui critiquent aussi le rapport final de l'enquête publique qui avait été publié en 2014. L'histoire de Joyce Echaquan et de Brian Sinclair ne sont que deux cas de discrimination envers les personnes autochtones dans le système de la santé, parmi tant d'autres qui n'ont pas reçu autant d'attention. Aujourd'hui, nombre d'entre eux doivent encore faire face à la discrimination et au racisme systémique lorsqu'ils tentent de recevoir des soins ou de consulter un médecin. En effet, selon un article de Statistique Canada dans la section Le quotidien, accès aux soins de santé et expérience connect des peuples autochtones, qui a été publié très récemment, c'est-à-dire le 4 novembre 2024, environ 1 autochtone sur 5 déclare avoir subi un traitement injuste, du racisme ou de la discrimination de la part d'un professionnel de la santé. Et les femmes autochtones vivant hors réserve ainsi que les métis sont presque 2 fois plus susceptibles que les hommes de déclarer avoir vécu cela. Le racisme et la discrimination envers les peuples autochtones dans le système de santé sont donc des enjeux encore bien présents dans notre société. Maintenant que nous avons introduit le sujet sur lequel va porter cet épisode, nous allons poser diverses questions à notre invité portant sur plusieurs aspects de la discrimination que subissent les personnes autochtones dans le milieu de la santé. On va commencer en abordant le principe de Joyce et je vais laisser la parole à ma collègue Candice. Merci Nour. Et donc pour donner un peu de contexte, on avait eu la chance d'avoir discuté avec professeure Karine Miller de notre faculté de droit. Elle nous a donné une explication à propos du principe de Joyce. En fait, le principe de Joyce, il est appliqué de façon inégale présentement. Puis notamment, le bureau du principe de Joyce fait beaucoup pour qu'on puisse le mettre en œuvre davantage. Ce qui rend la chose un petit peu plus difficile, c'est que d'un point de vue du gouvernement québécois, il y a un refus de reconnaître le principe de Joyce.
qui dans les faits n'est pas un principe politique, hein, c'est un principe juridique. Alors, le principe de Joyce, il reprend à peu près, l'article 24 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, sur ce droit d'avoir accès en pleine égalité aux soins de santé, qui est un droit que tout le monde a, en fait. Mais en plus, ce qu'on a dans la Déclaration des Nations Unies, c'est ce droit aussi d'avoir accès à notre propre médecine et finalement à des soins, à une façon de penser la santé et même pas seulement la santé, mais on dit en contexte autochtone, le bien-être et le mieux-être, de le penser selon aussi la vision du monde et la culture des peuples autochtones. Et donc ça rejoint aussi les garanties qu'on a en vertu des chartes, l'article 15, de la Charte canadienne. Donc, ce qui est demandé, c'est un respect du droit à l'égalité. La discrimination, elle est encore vraiment présente à différents niveaux. Donc, merci encore d'être là aujourd'hui avec nous, Simon. Notre première question pour vous, pourriez-vous nous parler de certaines actions entreprises par des institutions québécoises ou canadiennes en réponse au principe de Joyce? Tout à fait. Bien, disons d'entrée de jeu que le principe de Joyce, qui est en fait rédigé sous la forme d'un mémoire, ne s'adresse pas juste aux institutions de services de santé, de services sociaux, mais s'adresse aussi au Québec, au Canada, au gouvernement, aux écoles aussi, et aux ordres professionnels. Mais disons qu'on s'attendait à une réponse tout particulièrement du gouvernement du Québec, sachant que l'incident entourant le décès tragique de Joyce s'était déroulé dans une institution québécoise, à l'extérieur des communautés autochtones, à l'extérieur des réserves. Donc, au début de cet été, le gouvernement de la CAQ a déposé un projet de loi, le projet de loi 32, qui s'intitule projet de loi instaurant l'approche de sécurisation culturelle au sein du réseau de la santé et des services sociaux. Qu'est-ce que c'est que ce projet de loi-là? Bien, essentiellement, c'est un projet de loi qui comprend 5 articles et qui, essentiellement, encourage les établissements du réseau de santé et des services sociaux à mettre sur pied des services et des programmes qui sont conformes aux principes de sécurisation culturelle. Plus précisément, le projet de loi suggère à ces institutions québécoises plusieurs choses, comme d'embaucher plus de personnel autochtone, d'offrir des ressources d'accompagnement aux patients autochtones, d'offrir des formations personnelles, etc. Or, le projet de loi a fait l'objet de nombreuses critiques, c'est toujours le cas aujourd'hui. Le projet de loi en ce moment est toujours sous étude, puis les critiques n'ont pas cessé à son égard. Une des organisations qui est, disons, le plus vocale par rapport aux critiques, c'est le Bureau du principe de Joyce. Pour l'équipe du bureau, ben, premièrement, le projet de loi manque de mordant. Il est très peu contraignant. Il se contente de demander aux établissements de santé d'agir, mais seulement lorsque possible. Ensuite de ça, ben, le racisme systémique n'est pas reconnu. On l'a mentionné, il a fait référence dans l'introduction, mais la coroner Kamel, dans son rapport sur le décès de Joyce Echaquan, ben, recommandait de reconnaître l'existence du racisme systémique au sein des institutions, ce qui n'a toujours pas été fait à ce jour. Autre critique du bureau du principe de Joyce, le projet de loi ne comporte aucun indicateur de mesure de réussite, il n'y a pas vraiment de reddition de comptes qui implique des organismes autochtones. La consultation a été insuffisante, 13 groupes qui ont été consultés, mais aucun groupe élu, ce qui constitue selon eux une atteinte à l'autodétermination des peuples autochtones. Puis finalement, la dernière critique, et non la moindre, c'est que le projet de loi fait mention du principe de Joyce, mais il ne l'intègre pas tel que le bureau l'a défini. Ça, c'est super important. Puis je vous explique là, un peu plus en détail c'est quoi les implications de tout ça. Mais en fait, cette critique-là se base sur le fait que le gouvernement se concentre beaucoup sur le principe de sécurisation culturelle, alors que le bureau du principe de Joyce préfère parler de sécurité culturelle. Et là, on pourrait dire, bon, un autre débat sur la sémantique, un peu comme racisme systémique ou pas racisme institutionnel, bon. Mais il en demeure pas moins que les mots sont importants, surtout en droit. Puis dans le monde anglophone, cette question-là ne se pose pas. Sécurisation culturelle ou sécurité culturelle, ben, c'est pas un débat qui se pose parce que tout le monde s'entend pour dire cultural safety. Mais en français, le principe de Joyce, le bureau du principe de Joyce fait la distinction suivante. La sécurisation culturelle renvoie à un processus,
alors que la sécurité culturelle renvoie à un résultat qui se base sur l'expérience vécue telle qu'évaluée par la personne autochtone elle-même. En d'autres termes, la sécurisation, c'est pas la sécurité en tant que telle que vécue par la personne. La sécurisation culturelle revient un peu pour eux à mettre des plumes dans un hôpital au lieu de décoloniser les espaces puis en s'attardant au déséquilibre de pouvoir. Donc, c'est un peu ce que le bureau du principe de Joyce reproche par là au projet de loi puis à l'intégration manquée un peu du principe de Joyce. Puis je mentionnerais juste en terminant qu'il y a plusieurs formations présentement. La question c'était qu'est-ce que les institutions font? Ben, il y a des universités présentement qui offrent des formations en sécurisation culturelle, telles que l'UDM justement et l'UQAT aussi. Ces formations-là visent moins à enseigner comment intervenir selon les savoirs autochtones, selon les traditions autochtones, que simplement d'exposer les employés autochtones du réseau public aux normes médicales autochtones, afin qu'ils les comprennent, qu'ils les respectent, qu'ils comprennent de quoi il s'agit. Alors voilà. Donc, je vous remercie sincèrement pour cette réponse qu'on trouve qui est assez complète. Donc, on voulait justement peut-être faire le suivi avec le dernier point que vous mentionnez. Donc, en fait, concrètement, pour revenir sur la première question, le principe de Joyce a pris la forme d'un mémoire et ce mémoire permet à certaines institutions, s'ils l'appliquent, de donner des formations à certaines personnes du réseau de la santé. C'est bien ça qu'on doit retenir du propos. Vous voulez dire tel que le principe de Joyce Exact. est énoncé? Exact. Le principe de Joyce, en fait, vise certaines institutions, certains gouvernements particulièrement, puis leur recommande certaines actions. Puis, par exemple, envers les institutions, c'est explicitement recommandé d'intégrer le principe de Joyce. Parfait. Donc, je pense qu'on peut faire... Pour rester dans la même veine, on aimerait peut-être faire le suivi avec une question qui touche spécifiquement la sécurisation culturelle en contexte médical. Pour donner un peu de contexte à notre auditoire, pourriez-vous expliquer ce que signifie la sécurisation culturelle spécifiquement dans le milieu médical? Tout à fait. On va juste prendre un pas de recul, puis juste essayer de comprendre le malentendu se situe, pourquoi est-ce qu'il y a un sentiment d'insécurité vécu par les Autochtones. Mais en fait, les référents médicaux autochtones, de manière générale, diffèrent de ceux des sociétés occidentales. Au Québec, les institutions publiques de santé s'en remettent exclusivement à des normes biomédicales qui sont axées sur l'individu. Alors que dans le monde autochtone, sans vouloir généraliser à outrance, on parle plus d'un mieux-être, d'un well-being. C'est une vision de la santé holistique qui préconise un état d'équilibre dans toutes les dimensions de la vie de la personne, donc physique, mentale, émotionnelle, spirituelle. C'est aussi une vision de la santé qui est intrinsèquement relationnelle. Par exemple, le processus de guérison doit être soutenu puis renforcé par tout un réseau de personnes, des amis, à la famille, à la communauté, à la nation. Alors, il y a une espèce de fossé culturel, en fait, entre les besoins des personnes autochtones et les services qui sont offerts par les institutions québécoises. Alors, c'est de là que découle le sentiment d'insécurité que certaines personnes autochtones ressentent lorsqu'ils naviguent dans le système de réseau de santé publique. Puis à tout cela s'ajoutent les préjugés tels que véhiculés par les employés de ces institutions-là. Donc, on l'a mentionné dans l'introduction, mais trop souvent, les personnes autochtones se présentent dans les établissements de santé avec une étiquette alcoolique ou narcodépendant. Puis, ça peut carrément mettre leur santé en péril parce que, disons, si on interprète un certain comportement comme étant juste l'effet de l'alcool, alors que dans les faits, c'est une réaction allergique ou toute autre réaction, la santé de la personne autochtone est en jeu, là. Il y a même certaines personnes autochtones qui vont, avant même de naviguer dans le système de réseau public, ils vont se mettre en mode anticipation, puis ils vont concevoir des stratégies pour mieux gérer le racisme auquel ils vont faire face. Avant de vous donner des exemples, je veux juste mentionner que la commission vient, qui est la commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics,
Ben, une de ses principales conclusions, c'était qu'il semblait impossible de nier la réalité de discrimination auxquelles font face les membres des Premières Nations et les Inuits dans leurs interactions avec l'État québécois. Donc, c'est une réalité qui est vécue par les Autochtones, mais qui est aussi reconnue formellement par une commission d'enquête du Québec. Alors, juste pour vous donner quelques exemples de c'est quoi l'enjeu de sécurisation culturelle, ben, les pratiques coloniales qui sont à la source de ça varient selon un certain spectre. D'un côté, juste une application trop rigide des politiques, des règlements et des lois, ça peut constituer des pratiques coloniales. Par exemple, on refuse des visiteurs sous prétexte que le nombre maximal a été atteint. Refuser l'accès à la nourriture traditionnelle pendant le processus de guérison. Il y a certaines pratiques qui sont plus lourdes de conséquences sur la santé des patients autochtones, comme refuser de passer des tests ou des examens approfondis pour établir un diagnostic plus complet, parce qu'on pense encore une fois que la personne est sous l'effet de l'alcool, puis qu'elle va dégriser en peu de temps, puis ça va se placer. Des fois, c'est aussi des refus d'évacuation médicale. Puis ça peut être vraiment plus dramatique aussi. Là. On a parlé de la mort tragique de Joyce Echaquan à Joliette, mais je mentionnerais aussi les cas de disparition d'enfants suite à des hospitalisations, telles que ça a été reconnu par l'ENFADA, donc l'enquête sur les femmes et les filles autochtones assassinées et disparues, dans un rapport spécifiquement adressé au Québec. Puis un autre exemple, c'est les cas de stérilisation forcée au Québec. Il y a un rapport tout récent, en 2022, par l'UQAT qui rapportait un cas de stérilisation forcée pas plus tard qu'en 2019. Donc, c'est tout récent, ça. C'est une réalité qui est encore très présente dans notre société. C'est ça. Outre les conséquences directement sur la personne et sur son estime, ces expériences-là alimentent une appréhension du système de santé publique qui se traduit par une sous-utilisation de ces services-là. Et donc, voilà. Je vous laisserai me relancer. Merci beaucoup pour votre réponse. Ce sera en fait pour revenir au projet de loi 32 et toutes les critiques que vous dites qui ont été reçues à ce projet de loi. Donc, considérant ces critiques formulées par les représentants des peuples autochtones ainsi que des organisations autochtones, comment le gouvernement pourrait-il les prendre en compte pour adapter ses relations avec les peuples autochtones dans l'adoption de nouvelles lois qui les concernent? Je pense que présentement, la position du gouvernement québécois, c'est d'aller de l'avant avec son projet de loi 32. Je pense qu'ils sont bien au fait des critiques du bureau du principe de Joyce, mais je pense que pour eux, ils ont plus adopté la définition de sécurisation culturelle, et non de sécurité culturelle. Alors, je pense pas qu'il va y avoir un nouveau projet de loi, une nouvelle loi qui va être mis de l'avant. Ceci étant dit, ce projet de loi-là incite les institutions à adopter certaines pratiques qui favorisent un environnement plus sécuritaire culturellement pour les Autochtones. Donc, ça laisse une certaine marge de manœuvre pour que ces institutions-là prennent les devants, aillent vraiment mettre en place des initiatives qui peuvent faire la différence pour les patients autochtones. Et merci encore pour votre réponse. Et si le projet de loi 32 finit par être adopté par le gouvernement du Québec, est-ce qu'il pourrait du coup avoir un impact positif pour les peuples autochtones au sein des services de santé du Québec? Je veux dire, ce projet de loi, la pire chose qu'on pourrait faire, je pense, ce serait ne rien faire. Ce serait de favoriser le statu quo puis de ne pas adopter aucun projet de loi. Oui, ce projet de loi-là fait l'objet de critiques. Puis, nonobstant l'opinion que j'ai sur ce projet de loi, sur ce projet de loi-là, je pense que c'est ça, un projet de loi, c'est mieux que pas du tout. Encore une fois, certaines institutions ont une grande marge de manœuvre pour aller plus loin que ce que le gouvernement du Québec semble encourager. Donc, oui, ça pourrait faire une différence. Est-ce
on va complètement changer la donne? Est-ce que ça va donner lieu à des changements structurels? Est-ce qu'on va décoloniser les espaces publics? Je sais pas. Le projet de loi ne semble pas favoriser ça. OK, merci. Aussi, pour référer à un article que vous avez publié le 7 juin 2024 sur Espace autochtone dans Radio-Canada qui s'intitule Recherche en santé autochtone, un port préconise une sécurité culturelle accrue. Donc, vous avez parlé dans cet article et vous nous avez aussi parlé plus tôt dans cet épisode de la sécurisation culturelle et de la sécurité culturelle. Et vous nous avez expliqué qu'il s'agissait de deux concepts différents, qu'il y avait des nuances à faire entre les deux. Donc, serait-il plus opportun d'appliquer un de ces deux concepts en particulier ou plus une conciliation entre les deux pour permettre un meilleur accès des personnes autochtones aux services de soins au Québec? Juste pour bien comprendre la question, c'est est-ce que ce serait pas préférable d'appliquer ces deux conceptions-là d'un environnement sécurisant culturellement? Ce serait pour savoir en fait si il y a un des deux concepts sur lequel il faudrait mettre plus d'importance pour améliorer l'accès des personnes autochtones aux services de soins au Québec ou si il faudrait mettre autant d'importance sur les deux concepts. Ben, moi, je pense qu'il faut trouver peut-être un certain jeu d'équilibre entre les deux. Comme je le mentionnais, la sécurisation culturelle est beaucoup axée sur l'offre de services des institutions québécoises. À cet égard-là, je pense qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être faites, qui peuvent vraiment faire une différence pour certaines personnes. Donc, ça peut être des choses vraiment simples comme aménager un espace pour les patients autochtones, pour la famille et leurs amis, pour qu'ils puissent se retrouver ensemble. Ça peut être de permettre des pratiques autochtones comme le smudging, donc la purification par la fumée. Mais il ne faut pas négliger pour autant, je pense, les changements plus structurels qui peuvent vraiment faire une différence aussi. Dans le principe de Joyce, on recommandait notamment d'intégrer des personnes autochtones dans les instances décisionnelles pour pour établir pour favoriser une meilleure autodétermination des peuples autochtones, qui a leur mot à dire, que la solution vienne plus d'eux. Donc, oui, certainement, un jeu d'équilibre entre les deux, je pense que ce serait ce serait l'idéal. Dans l'article que vous avez publié, celle qu'elle vient de mentionner, vous évoquez également le rapport intitulé « La sécurité culturelle en contexte de recherche en santé autochtone ». Ce rapport, issu d'une table ronde tenue en avril 2023, traite de la sécurité culturelle dans le cadre de recherche. Il propose plusieurs recommandations axées sur les communautés autochtones, notamment celles concernant un financement adéquat et durable pour ces dernières. Donc, dans votre article, vous évoquez le problème de manque de financement pour les recherches réalisées. Comment peut-on expliquer cette absence de financement? Et selon vous, à quoi ressemblerait une structure de financement idéale pour soutenir ces communautés? Comment est-ce que j'explique l'absence de financement? Je pense que c'est des décisions politiques, essentiellement, qui reviennent au gouvernement du Québec. Donc, c'est ça, je pense que dans mon article, je mentionnais que c'était le Fonds de recherche québécois ou quelque chose de similaire qui finançait en fait aucun projet de recherche autochtone. C'était une des critiques qu'on fait à l'égard du gouvernement du Québec en contexte de recherche de santé. Puis l'autre question, c'était comment est-ce que ça ferait une différence? Oui, en fait, à quoi ressemblerait une structure de financement idéale pour soutenir ces communautés? Ben, je pense que ce financement-là devrait vraiment favoriser le renforcement des capacités locales des communautés autochtones de mener eux-mêmes leurs propres recherches, de vraiment leur donner les outils de prendre d'être aux commandes de ces recherches-là. Puis quand il y a des chercheurs qui les approchent, que ce soit dans une relation de partenariat ou est-ce qu'ils se retrouvent plus sur un pied d'égalité. Présentement, il y a un certain déséquilibre, je dirais. Les chercheurs arrivent avec beaucoup de ressources, avec pas nécessairement la bonne attitude, une attitude qu'on pourrait qualifier, puis je ne veux
ne vais pas généraliser à outrance, mais il y en a plusieurs qui arrivent encore dans les communautés autochtones avec une attitude d'extractivisme. Donc, ils débarquent dans les communautés, ils extraient toute l'information dont ils ont besoin pour leur recherche, puis après ça, ils disparaissent sans jamais donner de suivi. Je pense que pour essayer de rétablir un certain équilibre, il faut que les communautés autochtones puissent eux-mêmes avoir leur mot à dire, puis avoir les capacités de mener, de contribuer à ces recherches-là. Pour ce faire, je pense que ça prend un financement évidemment constant et prévisible à long terme envers ces organisations-là autochtones. Oui, bien sûr, je suis totalement d'accord. Maintenant, j'aimerais juste passer à un autre principe, c'est le principe de Jordan. Donc, juste pour contextualiser un peu la chose, donc selon le site du gouvernement de Canada qui retrace la chronologie du principe de Jordan et des services pour l'enfance et la famille des Premières Nations, Jordan River Anderson, un enfant des Premières Nations de la Norway House Cree Nation au Manitoba, est décédé en 2005 à l'âge de 5 ans. Son décès est survenu à l'hôpital en raison d'un différend entre les gouvernements provincial et fédéral concernant la prise en charge financière de ses soins dans un foyer d'accueil médicalisé. En réponse à cette tragédie, la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations a publié les rapports WEN, recommandant l'adoption du principe de Jordan qui préconise une approche axée sur le principe de, et je cite, l'enfant d'abord. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le principe de Jordan concrètement et quelles mesures ont dû être prises pour assurer l'implémentation de ce dernier dans sa pleine portée au Canada? Bien sûr. Alors, le principe de Jordan stipule que si un service de soins de santé est disponible dans la région où se trouve l'enfant qui est malade, qui a besoin de soins, puis qu'il y a une chicane juridictionnelle qui s'enflamme, puis qui empêche la prestation de ces soins-là à cet enfant-là, le premier palier de gouvernement qui est contacté doit débourser les frais médicaux et, au besoin, exiger un remboursement auprès de l'autre palier de gouvernement, une fois que l'enfant a reçu les services. Donc, c'est un principe qui vise à garantir que les enfants autochtones, et seulement les enfants, je ne pense pas que ça s'applique aux adultes, aient accès aux services qui sont nécessaires à leur développement et leur épanouissement, peu importe où est-ce qu'ils habitent, puis peu importe leur état de santé. Donc, c'est vraiment un principe qui vise à écarter les chicanes chicanes entre les différents paliers de gouvernement qui se lancent souvent la balle à savoir qui va payer pour les Autochtones. Alors, en 2007, je crois, le Canada a endossé ce principe-là, mais le Tribunal des droits de la personne, en 2016, l'a ramené à l'ordre parce que le gouvernement fédéral faisait preuve de laxisme. Alors, ce tribunal-là, a décrété que le Canada faisait preuve d'actes discriminatoires envers les enfants autochtones, puis a même émis des ordonnances pour s'assurer que le tir soit corrigé. Pour jamais prendre pour acquis les droits autochtones, parce que tout récemment, là, cette semaine, le Tribunal canadien des droits de la personne sommait le gouvernement fédéral de régler des arriérés, donc des demandes de paiement qui leur ont été faites dans le cadre du principe de Jordan pour les enfants autochtones. Donc, on peut en déduire que le gouvernement fédéral fait preuve encore de laxisme dans l'application de ce principe-là. Merci. Maintenant, pour revenir au concept, encore une fois, de sécurisation culturelle, mais dans le contexte de recherche, un article publié le 21 octobre 2020 par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec traite de ce concept qui a été développé dans les années 1980 par une infirmière et chercheuse maori en Nouvelle-Zélande. Son nom, c'est Iriapeti Ramsden. Dans le contexte de recherche, dans le même article sur le site de l'OIIQ, les principes PCAP, propriété, contrôle, accès et possession, représentent les règles de base en matière de collecte, de protection, d'utilisation et de partage des données collectées dans les communautés autochtones et sous-tendent 3 valeurs prônées pour la recherche en contexte autochtone qui sont le respect, l'équité et la réciprocité. Cependant, les perceptions et les comportements des chercheurs et des participants peuvent affecter la collecte de données, l'analyse des résultats et pourraient même engendrer des conséquences négatives pour la communauté impliquée. Donc, quelles pratiques et ou comportements devraient être adoptés par les chercheurs allochtones, définis par le gouvernement du Québec comme des personnes qui ne sont pas nées dans le pays où elles habitent, afin de conduire leurs recherches concernant les différentes communautés autochtones
dans un cadre qui respecte la sécurisation culturelle? Je pense que c'est important pour tout membre alloctone d'une équipe de recherche qui va dans une communauté de se poser des questions et de faire un genre d'examen de conscience, d'acquérir une certaine sensibilité culturelle avant même de commencer le projet de recherche. Cette sensibilité-là comprend une meilleure connaissance de l'histoire, des traumatismes intergénérationnels et de la culture de leurs partenaires autochtones, comme je l'ai dit avant même le début du projet. Cette connaissance-là va alimenter des réflexions chez les chercheurs, ce qui va leur permettre, c'est ça, de comprendre leurs biens conscients qui les habitent, puis de mieux répondre aux besoins et aux préoccupations des populations autochtones. Cette réflexion-là doit être, je pense, en continu, dans le sens où ça commence avant le projet et ça va même au-delà de la fin du projet. Donc, encore une fois, de ne pas tomber dans une logique d'extractivisme où est-ce qu'on disparaît et on n'entend plus jamais parler des chercheurs autochtones, d'entretenir une relation de confiance et de faire des suivis, de s'assurer qu'il y a des retombées intéressantes pour les communautés autochtones. Donc, je dirais au niveau individuel, c'est très important que les chercheurs se posent ces questions-là. Au niveau plus institutionnel, je pense qu'on y a touché, mais j'y reviens parce que je pense que c'est important. C'est important d'établir une relation de partenariat avec les communautés autochtones. Vraiment de les placer aux commandes des recherches, puis de vraiment les voir comme des partenaires avec qui on co-construit, on co-élabore le processus de recherche. Ça implique une certaine transparence au niveau de la méthodologie, des buts visés, des attentes. Ça implique aussi une forme d'imputabilité. Donc, on répond constamment aux questions, aux préoccupations des communautés autochtones. Alors voilà, c'est important aussi le partenariat. Merci beaucoup. Aussi, pour se pencher plus du côté de la sécurité culturelle dans le contexte de recherche, donc sur le site de Tahati Gonzon Doje, qui est un environnement de réseau de recherche en santé autochtone du Québec, qui a été élaboré en 2019, on retrouve une page qui est dédiée aux ressources liées à la sécurité culturelle, où sont décrits les enjeux de la recherche en contexte autochtone, ainsi que l'importance de la sécurité culturelle. Et comme vous nous avez dit, il est indiqué que les peuples autochtones se méfient généralement de la recherche, puisque celle-ci semble s'inscrire dans la continuité de pratiques coloniales. Et en effet, les chercheurs allochtones ont souvent adopté une vision représentant les peuples autochtones comme étant inférieurs aux occidentaux, contribuant à renforcer donc des stéréotypes préjudiciables envers eux. Et les communautés autochtones reprochent ainsi aux chercheurs allochtones de collecter des données et repartir sans jamais faire de suivi auprès des personnes impliquées. Donc, selon vous, c'est un peu une question qui se répète un peu. La recherche en santé autochtone devrait-elle donc plus se baser sur la sécurisation culturelle ou la sécurité culturelle? Je pense que les deux sont importants, mais qu'on devrait peut-être mettre un peu plus l'accent sur la sécurité culturelle. Bon, dans ce cas-ci, dans un contexte de recherche, la sécurité culturelle fait référence à la relation de recherche telle qu'évaluée par les partenaires autochtones puis les personnes participantes autochtones. Donc, c'est vraiment de leur point de vue, alors que la sécurisation culturelle fait plutôt référence au processus qui est mis en place par les chercheurs autochtones qui approchent les communautés autochtones. Donc, les deux sont importants, mais je pense que considérant l'histoire du colonialisme au Canada, au Québec, c'est important de vraiment favoriser le point de vue, la perspective des Autochtones. Je vous remercie grandement pour l'ensemble de vos réponses. J'aimerais faire un suivi maintenant plus dans la pratique qu'on pourrait observer dans, par exemple, des hôpitaux. Je me demandais concrètement pour potentiellement, on l'espère, si on a des médecins qui nous écoutent ou des étudiants en médecine qui nous écoutent, pour pouvoir s'ancrer dans ces principes tant de sécurité culturelle que de sécurisation culturelle dans leur vie quotidienne à eux. Est-ce qu'il y a des comportements spécifiques qu'ils pourraient adopter pour vraiment favoriser ces concepts? Par exemple, lorsqu'ils sont en train de faire de la recherche ou plus d'interagir avec des patients. Est-ce qu'il y a des comportements concrets qu'ils peuvent mettre en application?
Ben, la première chose à faire, je pense, au niveau des individus, c'est de se poser des questions, c'est de se remettre en question, essayer d'explorer des biens conscients qu'on pourrait avoir. Puis des fois, ça peut vraiment être des choses tu sais, qui passent inaperçues, là, qui peut faire une différence dans l'expérience des personnes autochtones. Tantôt, je mentionnais qu'une application trop rigide des politiques, ben, ça peut causer du tort, comme par exemple refuser des visiteurs sous prétexte que le nombre maximal a été atteint. J'ai dit tantôt, mais la vision autochtone de la santé est intrinsèquement relationnelle. Donc, il y a tout un réseau de personnes qui est impliqué dans le processus de guérison. Donc, les amis, la famille, la communauté, la nation. Aussi, je pense que je le disais tantôt aussi, mais juste refuser l'accès à la nourriture traditionnelle, ça peut aussi causer du tort. Pour beaucoup d'Autochtones, consommer la nourriture du territoire, ça a vraiment un effet de guérison. Donc, ça va vraiment à se poser des questions, puis aussi de suivre des formations, suivre les formations qui sont offertes par les institutions, par les universités, qui vont peut-être pas, ils vont peut-être pas devenir des experts de la question autochtone avec ces formations-là, mais du moins, ça peut favoriser un certain questionnement, une certaine remise en question. Donc, je les encourage à faire ça. Parfait, je vous remercie grandement pour la réponse. J'aimerais finir sur un point, et celui de l'autodétermination des peuples autochtones. Plus spécifiquement, j'aimerais qu'on aborde dans la même veine l'article 3 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Et pour cette raison, j'aimerais vous poser 2 questions. La première est la suivante. Est-ce que la rentrée en vigueur de la Déclaration des peuples autochtones s'est faite en droit canadien et québécois? C'est toute une question sur le plan juridique, tout ça. Ben, mentionnons d'entrée de jeu que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a été adoptée en 2007 et que le Canada faisait partie d'un des 4 pays qui n'avaient pas adhéré à cette déclaration-là. Et sans surprise, ben, les autres pays, c'est des pays du Commonwealth où vivent des populations autochtones. Donc, je pense que c'est l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis. Donc, ça va prendre beaucoup de temps avant que le Canada adhère à cette déclaration-là des Nations Unies. Je ne me rappelle pas de l'année, mais c'est relativement assez récent. Plus récemment encore, le Canada a adopté une loi qui vise en fait à harmoniser les lois domestiques, donc les lois canadiennes avec les articles de la Déclaration des Nations Unies. Mais c'est vraiment, je pense que c'est facile à dire, mais c'est très difficile à mettre en application. Il y a beaucoup de monde qui sont très pessimistes là, à savoir l'efficacité de cette loi-là, ça va vraiment se concrétiser avec des retombées pour les communautés autochtones à voir. Mais il n'en demeure pas moins que la Déclaration des Nations Unies, ça offre des repères très intéressants pour le Canada dans ses aspirations d'établir une relation de nation à nation. Pour suivre l'idée que vous mettez de l'avant, en fait, je me demandais concrètement quels sont les repères que le Canada pourrait suivre à la lumière de cette déclaration des Nations Unies. Ben, il y a des articles qui sont super intéressants. Tantôt, tu parlais de le droit à l'autodétermination, mais justement, l'article 3 fait référence à ce droit-là. Puis, je pense que les termes vont comme suit. Il faut que les peuples autochtones déterminent librement leur statut politique puis assurent librement leur développement économique, social et culturel. Donc ça, je pense que ça l'établit des bons repères, à savoir c'est quoi ce droit-là à l'autodétermination. Puis je mentionnerai aussi qu'il y a l'article 24 de cette même déclaration-là. Mais c'est l'article sur lequel le principe de Joyce se base essentiellement. Donc, c'est juste 2 exemples qui peuvent éclairer le Canada dans sa réconciliation. Parfait. Donc, en fait, pour retourner concrètement avec l'article 3 de cette déclaration qui se lit comme suit. Les peuples autochtones ont le droit à l'autodétermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. Au niveau factuel, ma question est la suivante. Est-ce que ce droit, actuellement au Québec, est respecté d'une manière qui est perçue et qui est vécue comme étant satisfaisante pour les peuples autochtones?
Ben, disons, si on se penche sur la question du point de vue des soins de santé, en matière de prestation de soins de santé, il y a plusieurs organisations qui diront que non, ce droit-là n'est définitivement pas respecté. D'ailleurs, c'était l'une des principales critiques de la PNQL dans le cadre du projet de loi 32, la PNQL qui est l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador. Essentiellement, ce que Ghislain Picard, le chef, a dit par l'entremise d'une lettre ouverte publiée sur Espace Autochtone, que les Autochtones ont été complètement exclus du projet de loi, du début jusqu'à la fin. De l'élaboration de la loi au processus d'implantation à l'établissement d'un mécanisme de reddition de comptes. Puis pour Ghislain Picard, c'est une approche paternaliste selon laquelle le Québec est mieux placé que les Autochtones pour déterminer qu'est-ce qui est bon ou mauvais pour eux. C'est une grave atteinte à leur champ de compétences, au champ de compétences des Premières Nations, donc à leur droit à l'autodétermination. Mais à l'inverse, l'élaboration du principe de Joyce puis de son bureau, moi je pense que c'est en soi un exercice du droit à l'autodétermination parce que la solution émane d'eux au lieu qu'on leur impose. Donc, dans le cadre de la prestation des soins de santé, je pense qu'il y a plusieurs qui diraient que c'est bafoué, quoique le principe de Joyce est un bel exemple d'un exercice du droit à l'autodétermination. Je vous remercie grandement. Et en fait, pour clôturer tout cela, on avait une dernière question pour vous. En tant que journaliste, comment abordez-vous le rôle des médias pour maintenir la mémoire de Joyce Echaquan et promouvoir la justice pour les communautés autochtones? C'est une très bonne question. Je mentionnerais d'entrée de jeu que les médias ont joué un grand rôle ont toujours joué, ils jouent toujours un grand rôle dans l'image du public des peuples autochtones. Puis, ils ont longtemps failli à leur tâche. On a juste à penser à la crise d'Oka de 1990, à quel point les Mohawks étaient perçus comme des nuisances pour la paix sociale. Donc, nous, à Espace Autochtone, on travaille vraiment d'arrache-pied pour rétablir une image plus positive des peuples autochtones. Puis comment est-ce qu'on fait ça? C'est qu'on comble une certaine méconnaissance généralisée envers leur réalité. Donc, on essaie vraiment de démystifier leur réalité, puis de mettre sous la lumière du jour les bons coups, les bonnes nouvelles des nations autochtones au Québec. Et dans le cas de Joyce, du décès de Joyce Echaquan, évidemment, on suit près la chose. On a même un dossier vraiment dédié à ce sujet-là, un dossier qui rassemble tous les articles sur le décès de Joyce Echaquan, puis c'est tenant et aboutissant. Puis on couvre toujours les nouvelles avec une certaine sensibilité. Donc, on se pose beaucoup de questions à savoir si le point de vue des Autochtones est bien représenté dans nos articles, si on donne la parole à l'ensemble des parties prenantes sur un certain sujet. Donc, on le fait avec sensibilité et humilité. Je pense que ça rejoint aussi le fait que nous sommes également des acteurs du changement, comme professeur Miller l'a dit. Dans les faits, tout est connecté. Et puis c'est ça avec la sécurité culturelle aussi pour les peuples autochtones. Tout est connecté, puis ça, on insiste beaucoup sur ça. Hein? OK. On insiste beaucoup sur ça parce que le gouvernement du Québec amène beaucoup, on tente beaucoup d'associer ce qui est sécurité culturelle à juste santé, services sociaux. Alors que l'approche autochtone des Premières Nations, c'est beaucoup plus holistique que ça. C'est de dire, c'est dans l'ensemble des services qu'il doit y avoir une approche, une compréhension connectée, cohérente, de respect et d'égalité. Comme juriste, on a un rôle crucial à jouer. Hein? Donc, jusqu'à présent, la question de la sécurité culturelle, ça a été beaucoup examiné. Bon, ça venait d'abord des sciences infirmières, ensuite des sciences de la santé, quand ça a été développé dans les dernières années. Puis c'est normal parce que, d'abord, c'est les personnes qui étaient proches des patients qui pouvaient remarquer, noter la problématique concrète. Mais ensuite, le droit, là, on est à l'étape à dire que le droit doit aussi prendre connaissance de cette problématique-là et voir quel rôle il peut jouer. Quel rôle nous pouvons jouer au niveau de la transformation du droit
C'est une chose même, la transformation du droit à la fois législatif, judiciaire, au niveau de la mise en œuvre et de l'interprétation du droit. Comment on peut interpréter, par exemple, le droit à l'égalité qui existe déjà, le droit à l'égalité donc réelle, substantive, comment englobant ces questions-là? Je vous remercie énormément pour votre temps et pour les réponses aux questions. Donc là, on va commencer à conclure le balado. Donc, merci beaucoup pour votre partage et on invite notre auditoire à aller lire Espace autochtone aussi. Nous avons maintenant terminé les questions pour notre invité qui nous a éclairé sur plusieurs points concernant les interactions entre le système de santé et les peuples autochtones, que ce soit au niveau des vides juridiques de ce système par rapport au respect de leurs droits, mais aussi concepts et principes qui seraient nécessaires de mettre en place au Québec afin de permettre un meilleur accès aux soins de santé pour les différentes communautés autochtones. Pour conclure, il est important de voir que l'enjeu de l'accès aux soins de santé ne se limite pas seulement aux peuples autochtones du Canada, mais est un enjeu qui concerne plusieurs pays à l'international, dont la Nouvelle-Zélande. Un article de Malik Benstrit, publié en 2021 dans l'Entraide missionnaire, traite de la stigmatisation à laquelle sont confrontés les Maoris séropositifs en Nouvelle-Zélande. Une étude a été menée par Te Whāriki Takapu, une organisation centrée sur la santé sexuelle et reproductive du peuple maori, qui porte sur la stigmatisation et la discrimination liée au VIH vécue par les personnes maoris vivant avec le VIH. 25% des participants à l'étude ont affirmé qu'ils avaient vu leurs droits violés en raison de leur séropositivité. En effet, les Maoris séropositifs souffrent de préjugés et d'injustices dans le milieu de la santé, comme le fait de devoir subir un test de dépistage du VIH contre le gré, ou encore le traitement inégal des soins non liés au VIH par les agents de santé, les professionnels, violant leur confidentialité. Les femmes maoris, plus particulièrement, ont également subi des pressions et des conseils inconfortables et inacceptables concernant leur santé reproductive et leur grossesse, tels que des stérilisations et ou des avortements. Ainsi, on se rend compte que ce n'est pas seulement le Canada et plus précisément le Québec qui doit améliorer l'accès aux soins de santé pour ces populations autochtones, mais aussi des pays comme la Nouvelle-Zélande. Le Canada et donc le Québec devraient ainsi privilégier une approche basée sur des concepts comme la sécurité culturelle pour permettre aux peuples autochtones de recevoir des soins de santé adéquats et s'alignant à leurs valeurs et leurs traditions culturelles. Donc, ça clôture cette partie du premier épisode. Nous vous remercions grandement pour votre temps et je cède la parole à ma collègue Nour. Donc, comme mon collègue a dit, nous arrivons déjà à la fin du premier épisode de notre podcast, Accès aux soins de santé, une capsule à la fois. Nous tenons encore à remercier chaleureusement notre invité Simon Filiatro d'avoir pris le temps d'être présent avec nous aujourd'hui et d'avoir répondu à nos questions. Donc, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Tiens, Wink. Et merci aussi à tous ceux qui ont écouté l'épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager avec vos amis et votre famille et restez à l'affût de notre prochain épisode qui sortira fin janvier 2025 et qui portera sur l'accès aux soins de santé des personnes itinérantes. Bonne journée et à la prochaine.